Le problème OVNI interview du Dr Stanton Friedman, présentons l'auteur. Le Dr Stanton Friedman est né dans le New Jersey, le 29 juillet 1934. Il reçut ses diplômes BS et MS en physique de l'Université de Chicago, en 1955 et 1956, et compta Carl Sagan parmi ses collègues de classe. Docteur en physique, Stanton Friedman travaillera durant 14 ans pour de grandes sociétés privées telles que General Electric, Westinghouse, General Motors, TRW, Arroya General Nuts Leonid chez McDonnell Douglas. Il se passionna pour les ovnis dans les années 1950. C'est en effet à cette époque, âgé d'une vingtaine d'années, qu'il acheta par correspondance l'ouvrage d'Edvard Ruppelt, Report on Unidentified Flying Object. Stimulé par cet ouvrage, émanant d'un officiel du ministère de la Défense, il lut une quinzaine d'autres ouvrages sur le sujet, et finit par en parler à ses collègues professionnels. En quelques années, il rassemble tant de données, et de magazines, parfois des canulars, qu'il finit par être convaincu de la réalité du phénomène OVNI. Le Dr Friedman donna sa première conférence sur les ovnis en 1967. En l'espace de 8 ans, il donna plus de 400 conférences dans 47 États des États-Unis, et dans 4 provinces du Canada. Le titre de sa conférence était invariablement « Les ovnis sont réels ». Déjà en 1978, le Dr Stanton Friedman était convaincu, fort disait-il de ses nombreuses preuves, que la planète Terre était visitée par des véhicules, contrôlés intelligemment à distance, reprenant ses propres mots, en d'autres termes, certains ovnis sont des vaisseaux spatiaux appartenant à quelqu'un. Je suis de plus convaincu qu'il existe un intérêt énorme de la part du public, couplé à une grande angoisse d'ignorance. Voici le compte-rendu de son interview, qui nous permet de dresser le portrait de ce personnage. Que pensez-vous des ovnis? En tant que scientifique, dit Friedman, je me sens obligé de dire ce qui est. On est sûr de 4 choses, au bout de 38 ans d'études et d'enquêtes. Premièrement, il est évident que la Terre est visitée par des vaisseaux extraterrestres intelligents. En d'autres termes, certains, souligné 27 fois, certains ovnis sont des vaisseaux extraterrestres, la plupart n'en sont pas. La plupart des isotopes ne sont pas fissiles, et ne m'intéressent pas. Deuxièmement, les soucoupes volantes sont une sorte de Watergate cosmique. Par là, je veux dire qu'il y a un petit nombre de personnes dans les gouvernements des États-Unis, de France, de Grande-Bretagne, du Canada, d'Allemagne, qui savent sans aucun doute depuis 1947 et je ne parle pas du second crash qui a eu lieu un peu à l'ouest d'ici, Nouveau-Mexique, ni de la raison pour laquelle je m'y suis intéressé. Quelques personnes, donc, dans ces gouvernements, ont su que la planète est à visiter. On ne garde pas un secret en le divulguant. Le besoin de savoir est incoercible. Troisièmement, aucun des arguments hostiles de première conclusion émis par les grands démystificateurs, comme Carl Sagan, mon camarade de l'Université de Chicago, ne résiste à un examen scrupuleux. Leur argument sonne très bien, mais face aux preuves, ils s'écroulent. Et enfin, quatrièmement, c'est la plus grande histoire du millénaire, la visite de la Terre par des vaisseaux extraterrestres, la dissimulation réussie des preuves majeures, épave corps, depuis presque 50 ans. Qui êtes-vous, Dr Friedman, pour oser dire cela? Pourquoi cela vous intéresse-t-il? Lui demanda le journaliste qui le questionnait. Qui êtes-vous pour savoir tant de choses, et pour sembler croire à toutes ces histoires? Friedman lui répondit avec son assurance habituelle, et sur un ton non moins affirmatif, bien. J'ai passé 14 ans dans l'industrie à travailler sur des programmes financés par le gouvernement, qui, dit-il en souriant, ont tous été abandonnés, avions nucléaires, fusées à fission, fusées à fusion nucléaire, centrales nucléaires spatiales. 2. J'ai été très tôt intéressé par les techniques de pointe, les technologies avancées, les voyages dans l'espace et des choses comme cela. Et j'ai travaillé sur des programmes, comme, on a fait fonctionner des fusées nucléaires d'une puissance de 4000 MW, dit-il en souriant, on a fait tourner des moteurs d'avion à l'énergie nucléaire, dit-il en écarquillant les yeux. Et vers 1961, à la bibliothèque de l'Université de Californie à Berkeley, une très grande bibliothèque, dit-il en écartant les bras, je suis tombé sur une version publiée à titre privé du Project Blue Book, spécial report d'un B-14, la plus grande étude scientifique officielle jamais entreprise pour l'US Air Force. Il y avait des informations sur 3200 sites prospectés par des professionnels à plein temps, classement par catégorie, mesures qualitatives, tableaux, graphiques, cartes. 240 documents. J'étais au paradis. Car vous savez, les informations, c'est mon truc, j'aime les rassembler, et leur donner du sens. Que pensez-vous de l'incident de Roswell? 3. J'ai rencontré à 2 reprises Monsieur Poinsantilly en Angleterre.
J'ai participé à l'émission de Fox Télévisions aux États-Unis, j'ai vu et revu le film, et je me suis rendu compte, chaque fois que j'ai vérifié les dires de Monsieur Santilli, qu'il ne disait pas la vérité. Dans la première interview, il disait qu'on voyait clairement Harry Truman dans le film, personne n'y a jamais vu le président Truman. Il a aussi dit qu'il était établi, que Truman était à Dallas au moment de l'autopsie. Avait-il vérifié à la bibliothèque Truman? Oui, m'a-t-il répondu. Alors, j'ai vérifié, et selon la bibliothèque, Truman n'a été, ni au Texas ni au Nouveau-Mexique de juin à octobre 1947. La deuxième fois, lorsque j'ai confronté Monsieur Santilli avec ces faits, il m'a dit que c'était lié à ce voyage à Ottawa. Ottawa est la capitale du Canada, au nord de Washington, D.C. Dallas est à 1800 km au sud-ouest. Le voyage à Ottawa s'est effectué en train en juin, et tout s'est fait publiquement. Truman descendait du train, il a été au Parlement canadien, etc. Comme vous le savez, un chercheur français, Nico Maillard, a éclairci l'histoire de Jack Barnett. Car lors de la première rencontre avec Monsieur Santilli, il m'a dit que le caméraman s'appelait Jack Barnett. Il avait filmé Elvis Presley, et c'est pour cette raison que Santilli l'avait rencontré, et Barnett lui aurait dit, j'ai autre chose. En bref, les premières images d'Elvis ont été tournées par Jack Barnett. Il était opérateur pour Movietone News, puis pour NBC. Il n'a jamais été dans l'armée, comme le dit l'histoire. Il est mort en 1967. J'ai une copie de son acte de décès. Donc, tout cela n'est pas vrai. Monsieur Santilli n'a pas acheté les droits du film à Jack Barnett, il les a achetés au propriétaire du film, qui est maintenant avocat. Puis, à San Marino, on m'a dit, le vrai nom, c'est Jack Barrett. Monsieur Maillard a remonté la piste jusqu'à Monsieur Barrett. Il avait travaillé 35 ans à Hollywood, et avait été dans l'armée, alors que Monsieur Barnett n'a jamais été militaire, même si l'histoire dit le contraire depuis des années. Quoi qu'il en soit, Monsieur Barrett n'était pas caméraman, il a été démobilisé en décembre 1945, et est mort en août 1992, ce qui n'empêche pas les gens qui ont gonflé toute l'histoire de dire qu'ils vont interviewer le caméraman. Friedman conclut, j'ai fait tout mon possible, j'ai discuté avec beaucoup de gens, j'ai été en Angleterre, et je ne trouve aucune raison d'aucune sorte de faire le lien entre ce film et les corps trouvés dans les soucoupes volantes écrasées à Roswell. J'ai de témoins visuels des corps, tous deux disent, petit, grosse tête, presque pas de nez, de bouche, d'oreilles, grands yeux, 4 doigts, pas de pouce. Vous reconnaîtrez que le corps présenté dans le film est lourd, ce n'est pas un petit type, on voit bien les oreilles, le nez et la bouche, il y a 6 doigts, et il y a un plan où on dirait que la main a été coupée, c'est-à-dire attachée, il y a un espace là. Maintenant, le récit de Monsieur Santilli a évolué. Maintenant, il dit que le caméraman lui a dit, qui que puisse bien être ce mystérieux caméraman, et à condition qu'il soit encore en vie, que le crash a eu lieu le 31 mai au Nouveau-Mexique, vers Socorro, Nouveau-Mexique, à 250 km de Roswell. Quoi que nous ayons ici, je crois, qu'il s'agit d'une supercherie. Quelqu'un essaie de faire croire à son film. Je ne sais pas si ce qu'on voit est un terrien avec un défaut génétique quelconque, ou si c'est un effet spécial d'Hollywood, poursuit-il en souriant. Il y a des gens qui fabriquent des corps, c'est leur métier. 8 ou 9 d'entre eux m'ont dit que c'est un corps artificiel, ils savent comment on les fabrique. Quelle réponse est la bonne? Je ne sais pas encore. Ça pourrait être l'autopsie d'un terrien bizarre dans une école de médecine. Mais il y a certainement une chose, ou plutôt deux, qui me dérange, j'ai travaillé dans la sécurité pendant 14 ans. Et je ne peux pas croire qu'un caméraman aurait eu l'autorisation d'emporter un paquet de bobines. La sécurité ne fonctionnait pas de cette manière. Deuxièmement, comme physicien, je ne peux pas croire que des gens qui auraient pour la première fois l'occasion d'autopsier un corps extraterrestre ne feraient aucune mesure. Il n'y a pas d'échelle, aucun instrument de mesure, ils font ça tranquillement. C'était une occasion unique. Et pourquoi ces costumes? Ce ne sont pas des appareils respiratoires? Cela empêche juste d'identifier les supposés docteurs. Pourquoi cet homme est-il derrière cette vitre, censément à l'abri de ce qui doit être nocif? Pourquoi porte-t-il un masque? Pour le protéger de quoi, sinon des regards? Donc j'ai de très sérieux doutes. Mais j'ai une chose positive à dire, grâce à ce film, montré dans 32 pays, on a beaucoup plus parlé des ovnis qu'on ne l'aurait fait autrement. À votre avis, existe-t-il des documents secrets sur les ovnis? Le docteur Friedman présenta aux journalistes 4 feuilles sur lesquelles tout était censuré, mis à part un mot resté lisible par-ci par-là, des mots inutilisables, des lieux, des dates. Voilà ce qu'on reçoit lorsque la CIA publie un document concernant les ovnis. Mais, poursuit-il, il y a 2 autres choses.
Si quelqu'un vous dit que les services gouvernementaux des États-Unis ne dissimulent aucune information sur les soucoupes volantes, cette personne est un menteur, ou incompétent, ou les deux. J'ai mis au défi quelques-uns des démystificateurs de se procurer un seul des documents de la NSA pour l'année 1956, soit grosso modo 10 ans après Roswell, pas un, jusqu'ici, idem pour les documents de la CIA. Certaines personnes disent, s'il n'y a que 14 documents sur toutes ces années, ça ne devait pas être tellement important, ce n'est pas vrai. J'ai parlé à l'homme qui a forcé la CIA à publier ces documents sur les expériences de contrôle de l'esprit, usage illégal de drogue comme le LSD, à l'insu des gens, sans autorisation, de sales histoires. La première fois, il a obtenu 400 pages. Il était avocat à Washington, et pouvait donc facilement leur faire un procès. Il les a menacés, je vais vous faire un procès, je sais qu'il doit exister autre chose. On va regarder, lui a-t-on répondu. Ils ont trouvé 400 autres pages. Il a continué, il a fait plus de bruit, et ils ont trouvé une autre boîte, puis une autre, et encore une autre. En fin de compte, il s'est retrouvé avec 40 000 pages. La première fois, il a eu 1% de ce qu'il a finalement obtenu, et je sais de sources autorisées qu'il n'a pas tout eu. Nous avons donc ici un cas évident où des agences du gouvernement des États-Unis font de la rétention d'informations. Et une des agences de l'US Air Force, le Bureau des enquêtes spéciales, l'OSI, a fait une note me concernant, qui dit: nous avons des raisons de croire que tous nos départements, il y en a plus de 120, vont recevoir une demande de Freedom of Act Information, de Stanton Friedman, il donne mon adresse, concernant les ovnis. Si une telle demande arrive, vous ne devez pas, je répète, vous ne devez pas accéder à cette demande, le règlement 1230 de l'Air Force vous l'interdit. Au lieu de cela, répondez comme suit: toutes ces demandes doivent recevoir l'autorisation du bureau central de l'OSI, selon les règlements. En fait, ce qu'ils doivent faire quand ils reçoivent une demande, c'est trouver l'information, l'envoyer au quartier général pour approbation, et notifier aux demandeurs qu'ils l'ont trouvée, révélant ainsi l'existence de cette information. Ce qu'ils disaient à leur département, c'est: ne lui dites rien, prévenez-nous, et on lui dira ce qu'on voudra. S'il n'y a rien à couvrir, pourquoi demander à leurs propres employés de violer leurs règlements? J'ai travaillé à des programmes secrets pendant 14 ans. Je peux vous affirmer qu'on peut garder des secrets. J'y ai contribué. De plus, j'ai été dans toutes sortes d'archives, 15 aux États-Unis, et une au Canada. Je n'ai encore jamais vu de renseignements réservés, c'est ce qu'il y a au-dessus de la mention, top secret, ultra, un bras, magique, peu importe. Est-ce pour cette raison que ces documents n'existent pas? Non. Un document top secret signé du président Truman. Document VJ Enterprise. J'ai demandé à la bibliothèque Eisenhower, avez-vous des documents réservés? Oui, m'a-t-on répondu. On était face à face, difficile de mentir, confie Friedman en souriant et de poursuivre. Combien en avez-vous? Un plein tiroir? 5, lui répondit le préposé. Pouvez-vous y faire des recherches à partir de certains mots? Lui demande Friedman. Magique, MJ12, non, on violerait les consignes de sécurité. Alors, à moins d'avoir accès aux dossiers spéciaux d'information, on ne peut pas accéder au secret. Et malgré toutes mes recherches, je n'ai jamais vu de tels documents, à part cette déclaration sur l'honneur censurée, dont nous ne connaissons pas la suite. Nos secrets sont donc parfaitement gardés. Fin de l'interview. En guise de conclusion, le fait que le gouvernement des États-Unis conserve jalousement de vieux documents secrets ne prouve pas qu'ils détiennent une information sur les ovnis, ou les extraterrestres. Mais comme le dit le Dr Friedman, s'il n'avait rien à cacher en cette matière, pourquoi souhaite-t-il maintenir le secret? S'agit-il d'une des informations qui cache en réalité un secret bien plus important? Nul ne le sait, mais à défaut de preuves, rien ne sert de spéculer en vain sur d'hypothétiques documents que personne ne verra sans doute jamais. Par contre, nous pouvons nous rabattre sur les preuves factuelles. Confrontés à des dizaines de témoignages concernant l'incident de Roswell, on ne peut nier qu'un certain nombre d'entre eux se recoupent. Il est donc impossible d'ignorer cette problématique ou de considérer froidement, sans prendre la peine d'enquêter, que tout cela n'est qu'un immense canular. J'ai pris contact avec le Dr Friedman en 1996, qui, devant mon scepticisme, m'a répondu qu'il croyait foncièrement que l'incident de Roswell était authentique. Je suis totalement incapable de comprendre votre remarque considérant que Roswell est un énorme canular. Sur quelle base vous fondez-vous pour proposer cette étrange conclusion? Oui, certaines personnes ont menti, mais cela ne signifie pas que toutes l'ont fait. Il y a des preuves accablantes selon lesquelles 2 soucoupes se sont écrasées, et dans lesquelles on a retrouvé des corps. Mais une nouvelle fois, demeure la question qui fâche, où sont les preuves dont parle le Dr Friedman?
Telle est en résumé la question de fond qui rend le débat sur les ovnis, et les éventuels ambassadeurs extraterrestres si souvent stérile. L'avenir sera juge.